Hello les amis, bienvenue dans ce 15e épisode de S'entreprendre. Je suis trop content de faire cet épisode. Nous sommes le dimanche 21 juillet 2024. Je suis actuellement en Alsace. Je suis parti en Alsace avec ma petite copine, ma Chiquita, on va l'appeler comme ça, dans les épisodes de podcast. Là, avec ma Chiquita, vu qu'elle est alsacienne. Donc voilà, on est parti là-bas. Ça me fait trop plaisir de faire cet épisode. Pour ceux qui découvrent le podcast, je vais faire des meilleures présentations. Donc là, je vais le faire un peu à l'arrache, comme j'ai l'habitude de le faire sur les précédents épisodes. Mais là, ça va être encore mieux structuré en termes de présentation du podcast et même me présenter moi-même, histoire de bien le faire. Donc, pour présenter le podcast, c'est un podcast que j'ai mis en place il y a quelques mois. Là, je crois que ça fait plus de 3 mois. L'objectif, c'est de documenter tout mon parcours entrepreneurial. Donc, j'aurais pu le faire même il y a 5 ans plus tôt, mais vaut mieux tard que jamais. Et voilà, il y a encore de nombreuses années qui, qui sont à venir. Donc, c'est pas du contenu perdu, vu qu'il y en aura encore plein qui va être créé par la suite. Le but, c'est de documenter mon aventure entrepreneuriale, personnelle, avec ma vision justement de vie, ma philosophie de vie que entreprendre, c'est s'entreprendre soi-même. Donc, c'est porter des projets, mais aussi être entreprenant à titre personnel, dans des projets perso, s'améliorer, mieux se connaître pour tout simplement faire de meilleures choses et aider un maximum de gens. Je suis Alexis Bouvet, je suis le CEO et le cofondateur de Gross Hiring, qui est une entreprise qui fait de l'accompagnement, de la formation et du consulting maintenant dans les entreprises pour aider les entreprises à mettre en place l'ensemble des méthodes du growth marketing, growth hacking au service du recrutement. Donc on s'est rendu compte avec Hugo et Marilou, parce qu'on est 3 associés, que toutes ces techniques-là pouvaient être au service des recruteurs et les aider à recruter davantage de talents plus facilement, avec les bons outils, avec les bonnes méthodes, et trouver des leviers un peu différenciants pour aller chercher de la croissance par le recrutement. Aujourd'hui, on est une trentaine de personnes avec que des freelances, donc on travaille avec énormément de freelances. On a accompagné je crois qu'on est bientôt à 80 clients maintenant, plus de 750 personnes, et ça fait 1 an et demi qu'on existe, et on a clôturé, donc le bilan comptable n'est pas fini, mais on clôture en juin, donc c'est déjà passé, mais ça n'a pas été finalisé officiellement, donc il n'y a pas les chiffres officiels, mais je peux vous dire qu'on est à peu près aux alentours de 800 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Donc voilà, ça fait plaisir, et là on va chercher un modèle de récurrence en mode agence avec des consultants qui sont placés chez nos clients. Bref, j'en détaillerai un peu plus sur plus tard, mais aussi ce qui fait qu'on est connu dans le monde du recrutement, en tout cas à notre échelle évidemment, c'est notre communauté de plus de 4000 recruteurs. Donc on a fédéré 4000 recruteurs qui ont envie de faire de la veille sur les outils du futur du recrutement, et notamment augmenter et booster le recrutement. La structure est la suivante. Je vous partage les actualités de la semaine. Je vais le faire très rapidement maintenant. Également les enseignements de la semaine. Donc c'est les deux grands sujets. Le format, il va être beaucoup plus court, beaucoup plus chirurgical, concis et précis. Le but, c'est pas de m'éterniser, mais que vous ressortiez avec un maximum de valeur en un minimum de temps. Et surtout, essayer de vous pousser, pousser un peu la réflexion, vous donner des idées à travers mon parcours entrepreneurial. Et surtout, l'idée, c'est de vous aider à être de meilleurs entrepreneurs ou entrepreneurs. Vous n'êtes pas obligé d'être entrepreneur pour écouter ce podcast, même si la plupart des personnes qui écoutent, ça s'y prête bien d'entreprendre. Les actualités de la semaine. Première actualité, je suis parti en Alsace, donc franchement c'est trop cool. Là j'y suis depuis mardi, donc ça fait déjà 5 jours, donc je kiffe. Il fait beau, il fait chaud, et surtout on est dans la nature. Ça fait trop du bien de s'excentrer un peu des villes. Franchement, on passe du bon temps, donc je recommande à tout le monde de prendre un petit peu l'air dans nos contrées qui sont à l'extérieur des villes. J'ai fait un trail cette semaine de 22 kilomètres, donc c'était pas du tout prévu. Je vous en dis un peu plus après. Mais du coup, j'ai beaucoup souffert, mais en même temps, j'ai trop kiffé. Je l'ai fait en moins de 3 heures. C'était l'objectif, donc objectif atteint. Et, et franchement, un pur plaisir. On était dans les Vosges, vraiment tout en haut. On voyait à 360 vraiment toutes les montagnes. C'était vraiment magnifique, et les forêts qui étaient à perte de vue. Donc franchement, c'était incroyable. J'ai fait 2 heures de vélo ce matin, donc la veille. Donc hier, j'ai fait un trail. Ce matin, j'ai fait 2 heures de vélo. Bref, c'est une semaine ultra sportive.
J'en ai pris plein la gueule, mais franchement, c'est trop bien. Je suis trop content et je sens que je progresse à fond. J'ai regardé le Comte de Monte Cristo au cinéma. Donc ça, c'était très sympa et aussi, je vous en reparlerai dans les enseignements par la suite. Et voici sur la partie perso. Partie pro, là, on a une nouvelle direction du coup avec mes associés. On va aller chercher donc du consulting. Donc c'est la nouvelle offre qu'on met en place. Donc pour ça, il faut contacter les bonnes personnes. Donc on a créé des listes de prospection à aller chercher. Donc dans notre réseau, dans notre communauté, dans les gens qu'on connaît d'abord et qui sont dans nos cibles. Donc voilà, nouvelle liste de créer. On a validé le plan de 90 jours et le business plan à 3 ans. Donc c'est clair, toutes les planètes sont alignées et ça fait trop plaisir. Et finalement, gros highlight aussi de cette semaine sur la partie pro, j'ai pris le temps de mapper toute l'organisation sur la partie produits et services qu'on délivre. Donc aujourd'hui, on travaille, comme on l'a dit, avec des consultants, des experts qui sont en freelance. Et il y a des besoins tout simplement de ressources humaines, tout simplement, qui vont dans les entreprises et soit faire de la formation, soit du coaching, soit du consulting. Pour ça, il faut savoir quel est le bon nombre de personnes dont on a besoin, quelles sont les compétences dont on a besoin. Donc j'ai pu mapper tout ça avec l'ensemble des experts qu'on a actuellement, les futurs recrutements qu'on va faire, et aussi les nouveaux postes qui sont les postes de Customer Success, qui sont hyper importants, au-delà de seulement nos coachs et des consultants. Il faut aussi des personnes qui s'assurent de la qualité de ce qu'on rend, qui ont la relation client encore plus forte. Et donc, c'est ce que ça m'a permis de schématiser cet organigramme. Voici les actualités, on les passe et on va aller directement aux enseignements de la semaine. C'est là où on a le plus de valeur. L'objectif des enseignements, c'est de vous partager ce que j'ai compris, appris, retenu de ces semaines, que vous pouvez retranscrire dans vos business ou dans vos vies perso, pro, ce que vous voulez. On va voir 7 enseignements aujourd'hui. Le premier, ça va être donner des trucs qui vous coûtent peu, mais qui apportent beaucoup. Le deuxième, connaître ses propres saisons. Le troisième, la concurrence ne doit pas détourner de son why. Le quatrième, savoir se faire plaisir et sortir du process. Le cinquième, cultiver une approche chirurgicale. Le sixième, l'alignement des objectifs ne laisse plus place aux doutes. Et le dernier, le septième, l'avis des autres vous permet de voir ce que vous n'avez pas vu. Programme chargé et on entame dès maintenant le premier enseignement. Donner des trucs qui vous coûtent mais qui apportent beaucoup. Cet enseignement, je l'ai eu tout simplement parce qu'on est allé au marché cette semaine avec ma Chiquita, du coup. On est allé au marché, trop cool, franchement, expérience de malade d'aller au marché, ça faisait longtemps que j'y étais pas allé. Et au marché, on a plein de commerçants qui sont juste adorables. Et franchement, ça fait chaud au cœur de voir des personnes comme ça. Déjà, ils ont le smile, ils vous accueillent, ils ont leurs habitudes, ils kiffent ce qu'ils font, ils sont passionnés. Donc ça fait déjà trop plaisir à voir. Et le petit plus, c'est que on va voir le boucher, hop, il nous donne 2 saucisses en plus en disant: «Ah mais vous connaissez pas ces saucisses?» On leur dit: «Non, mais c'est bon, ça suffit. On a déjà, pris, ce qu'on voulait, c'est pas la peine de rajouter. Ah mais c'est pour moi, kiffez, tac, je vous mets 2 saucisses en plus de volaille» et il nous, over deliver. En gros, il nous offre des produits en plus. Pareil, on va sur un autre stand, un chinois, pareil, il nous met des nouilles en disant que voilà, il vient de sortir cette nouvelle recette, il veut nous en mettre en plus. Pareil, il nous les offre. On va voir la fermière où on a pris du poulet avec des patates, ça, c'était incroyable aussi. Et ben, elle nous met full sauce en plus sur ce qu'on a commandé. Bref, dans chaque stand, on a eu une expérience de malade avec des gens qui nous ont offert plus que ce qu'on espérait. Ils ont over-deliver et pourtant ça leur coûtait très peu. Bon, en tout cas, à nos yeux, ça rapportait énormément. Apportait énormément. Même moi, je me disais, ah bah, le pauvre, il aura pas vendu ses 2 saucisses plein pot, du coup, il les aura juste données. Mais en même temps, lui, ça lui coûte pas tant que ça par rapport à tout ce qu'il a l'habitude de vendre. Et ce qui est génial dans cette façon de faire, c'est que ça marque. Moi, ça m'a touché, ça m'a marqué. On se dit, on retient ça en fait de l'expérience et on se dit, je vais aller chez ce commerçant parce que déjà, il est bon, il a de la bonté, il est gentil, il va nous apporter de la valeur en plus. En tout cas, il l'a fait de manière très naturelle et désintéressée.
Et du coup, et ce que je trouve très bien et ce qu'ils ont fait de manière très subtile, en tout cas l'un, le boucher, il nous a dit: «Ah mais vous inquiétez pas, c'est pour moi et puis vous nous direz du coup la prochaine fois ce que vous en avez pensé». Et donc ça donne un côté de rétention qui est hardcore et qui donne envie de revenir chez eux, qui est génial. Et donc tout ça, ça m'a fait penser sur la partie business, c'est un peu ce qu'on essaye de faire à chaque fois, apporter de la valeur, donner du contenu gratuit, mettre en relation des gens, avoir un accès par exemple plus longtemps sur, nos vidéos. Nous, on a des vidéos qui sont en ligne. Voilà, vous pouvez totalement donner des choses qui vous coûtent peu, mais qui apportent beaucoup aux gens et qui vont marquer. Donc moi, ce que je recommande, c'est vraiment de penser long terme. Pensez pas court terme en se disant: «Bah, merde, j'ai perdu, X et du coup, ça va me faire ça, de moi en marge, si je ne l'ai pas vendu directement». Pensez long terme, créer des relations, apporter de la valeur aux gens, on est là pour aider. C'est vraiment le premier sens des business qu'on fait quand même. Au-delà de la partie, chiffre d'affaires et capitaliste, évidemment, il y a un why profond qui est d'aider les gens. Faut pas donner de manière, il faut pas donner non plus à tout va les choses en disant: «Bah, je vais donner tout le temps» et au final, faut quand même bien compter les chiffres. Donc voilà, je j'incite pas non plus à tout le temps tout donner, c'est pas le but, mais à donner de manière désintéressée aussi quand même et juste d'apporter de la valeur aux gens. Deuxième enseignement, les amis, connaître ses propres saisons. Je me suis rendu compte, là, depuis ce début de semaine, que je suis dans une saisonnalité. J'ai pas encore trouvé des noms dans les saisonnalités, mais une saison plus calme, plus chill. Et en fait, ça m'a fait penser au podcast que j'avais fait avec Guillaume Aubèche, qui était intervenu et il avait parlé de la vision, de comment avoir des objectifs ambitieux, etc. Et il parlait aussi de son lifestyle et de son mode de vie. Et il m'expliquait qu'il avait un mode, le Monk Mode, je crois que ça vient de Dragon Ball Z, c'est une sorte d'espace-temps, une sorte de salle du temps qui est totalement décorrélée du temps normal. Et lorsqu'on est dans ce monk mode, en fait, le temps à l'intérieur passe ultra vite, mais à l'extérieur reste le même. En gros, dans cet espace, par exemple, un an est égal à une minute dans la vie réelle. Et bref, il expliquait que il avait des saisonnalités, et notamment un de ces moments dans l'année, il va en Afrique du Sud et il se met dans ce focus-là où il apprend plein de choses et après il revient. Et bref, ce qui m'avait touché, c'est que il avait réussi à savoir quelles étaient ses saisonnalités, donc ces moments où il va être ultra productif, ultra rigoureux, ces moments où il va partir, être beaucoup plus créatif, aller chercher la vision, d'autres moments où il va être plus relax, d'autres moments où il va être beaucoup plus en mode charbon, d'autres moments où il va avoir des gens. Et donc il y a des sortes de saisons qui se créent. Moi aujourd'hui, je ne l'ai pas encore assez expérimenté, j'ai beaucoup été sur du travail très linéaire. Donc c'est-à-dire, il faut investir le même effort de rigueur, de temps et d'énergie, de taf, tout le temps, de manière constante. Et si tu fais ça, bah, globalement, tu laisses peu de chance au hasard. Et du coup, tu arriveras forcément, en faisant les mêmes choses de manière régulière, à y arriver, globalement, à aller chercher tes objectifs. Et ce que je trouve pas mal dans les saisonnalités, et là je suis en train de le découvrir, c'est que là je sais que je suis dans une période où on a beaucoup cravaché, beaucoup charbonné, et là j'ai beaucoup plus besoin d'aller chercher de la créativité, des idées, et de m'inspirer de plein de choses à droite à gauche pour l'implémenter dans mon business, et peut-être être moins dans le mode exécution. Et ça vient aussi en corrélation avec les vacances qui arrivent, évidemment. Mais du coup, j'ai trouvé ça intéressant de bien connaître ces saisonnalités soi-même, parce que imaginons que vous êtes dans une saisonnalité où vous avez envie d'être moins productif, où vous avez besoin de plus de créativité, être dans l'exécution freinera cette partie-là de vous, vous fera moins plaisir, en tout cas vous prendrez moins de plaisir dans ce que vous faites, et finalement ce sera beaucoup moins bénéfique. Attention, je mets un point d'intention, ça ne veut pas dire que dès que vous avez envie d'être créatif, défocus, il faut le faire. Pas du tout, c'est pas ça le message. Il faut se tenir au plan. Mais évidemment, faites en fonction de vous et de vos saisonnalités. Moi, je sais que avec mes associés, c'est Marilou notamment qui fait pas mal ça, qui a 2 mois ultra focus charbon et ça charbonne genre H24 et c'est intense. Et elle a un mois où elle est plus chill,
Elle va voyager à droite à gauche, voir des potes, et elle a un cycle plutôt de 3 mois. Donc intéressant aussi de réfléchir au cycle de chacun, de vos associés et des personnes avec qui vous travaillez. Troisième enseignement, la concurrence ne doit pas détourner son why. Cette semaine, du coup, je suis parti voir le film Le Comte de Monte-Cristo avec Pierre Ninet. Il était vraiment incroyable, je vous recommande de le voir. En tout cas, le film, moi, il m'a mis une grosse clacasse. Et ça m'a donné aussi envie de lire le livre, que j'ai pas du tout lu, d'Alexandre Dumas. Mais bref, je vais pas vous raconter toute l'histoire. Ce qu'il faut retenir, et attention, je vais pas tout spoiler quand même, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le comte de Monte-Cristo, dans le film, en fait, il va avoir une vengeance qui est que, globalement, en gros, il a été dénoncé à tort, on l'a accusé de quelque chose qu'il n'avait pas commis, il s'est retrouvé 12 ans en prison, il a perdu la femme qu'il aimait, c'est un de ses amis qui est sorti avec elle, qui a fait un enfant, etc. Et bref, il a eu une envie de vengeance énorme qui est devenue son but dans la vie, qui était de se venger et de venger les personnes qui ont été touchées par les personnes qui l'ont trahi, globalement. Donc sa quête, c'était la vengeance. Et tout à la fin de ce film, il arrive du coup, à accomplir sa vengeance, mais il vit à la fin «malheureux», entre guillemets. En tout cas, il peut plus rester avec sa bien-aimée parce que son âme a été trop tachée par la vengeance et il sait qu'il pourra pas apporter du bonheur et du plaisir à cette personne et du coup, il s'isole. Et ça m'a fait penser à The Family. Et donc là, moi, je connais pas tous les rouages, toute l'histoire et j'ai pas envie de me mêler à ce genre de choses. Mais l'histoire qu'on retient quand même de The Family, c'est que Oussama Hamar est parti. Globalement, les associés ont voulu vraiment mettre en place tous les moyens pour faire tomber Oussama, l'ont attaqué, ont fait du contenu pour le descendre. Il y a des avocats, bref, et ils ont même utilisé les fonds de The Family pour financer tous les avocats. Et bref, ils ont détruit un peu l'histoire et l'aventure qu'ils avaient créée. Et ça m'a fait beaucoup penser au Comte de Monte Cristo, dans le sens où la quête de The Family à l'initiale, qui était d'aider l'écosystème entrepreneurial français, d'aider les gens à entreprendre, d'apporter les clés tout simplement à des personnes qui puissent réaliser leurs rêves, est devenue une guerre contre Oussama Hamar, au final. Et je trouve ça hyper dommage que le why, du coup, est devenu tout simplement une vengeance. Évidemment, dans les business dans lesquels on n'est pas encore à ce stade-là, mais ça met aussi en perspective sur la partie concurrence. Et il y a beaucoup d'entreprises qui vont se focaliser sur la concurrence et qui vont se dire, la concurrence, il faut la faire tomber, il faut prendre des parts de marché, il faut leur mettre des bâtons dans les roues. Et du coup, ça devient l'objectif et le but de l'entreprise plus que de se focaliser sur son produit, sur aider les gens, sur sa mission et son why. Donc c'est ça qui m'a alerté à me dire attention à ne pas regarder la concurrence et à agir pour la détruire, mais regarder la concurrence juste pour avoir des idées, comprendre comment ils se positionnent, voir comment nous on peut se positionner différemment, mais pas être en réaction et avoir en ligne de mire cette concurrence sur nos objectifs. Donc attention à faire en sorte que la concurrence ne détourne pas votre why. Quatrième enseignement, savoir se faire plaisir et sortir du process. Je vous ai parlé tout à l'heure du trail que j'ai fait là de 22 km, c'était pas du tout prévu. J'avais pas du tout prévu ça. J'avais prévu hier de faire une sortie de 2 heures de vélo. C'était dans mon plan d'entraînement pour le triathlon. Et le truc, c'est que la veille, j'ai vu un pote, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, et il m'a parlé justement du triathlon qu'il allait faire, du trail qu'il allait faire. Il m'a dit, est-ce que ça te chaufferait de venir? J'ai dit, bah c'est chaud là, c'est la veille. Moi, j'avais prévu de faire 2 heures de vélo. En vrai, ça va pas être possible, c'est mort, je suis mon plan. Donc je lui ai dit ça, on s'est quitté. Et pendant que je rentrais sur le retour, ça a cogité dans ma tête. Et je me suis dit, en vrai, si tu fais du sport, c'est quoi tes motivations? Déjà, c'est de t'améliorer, c'est d'être meilleur, améliorer tes performances, avoir un bon lifestyle, et aussi de vivre des expériences un peu hors du commun, soit avec des gens, soit tout seul, mais vivre des expériences.
Le trail, j'avais jamais fait et surtout, je voulais partager ce moment-là avec ce pote-là et je me suis dit: «Trop dommage que je me contraigne seulement parce que j'ai un entraînement de 2 heures de vélo le lendemain», qui était dans mon plan et juste je voulais pas sortir de mon plan. J'ai un petit peu évalué les conséquences. En gros, je pouvais n qu'est-ce que en gros, choisir, c'est renoncer. Donc si je choisissais de faire ce trail, je renonçais à quoi? Ces 2 heures de vélo, mais que je pouvais faire le lendemain. Je pouvais le décaler dans mon entraînement. Bref, c'était pas trop grave. Donc je lui ai pas dit, mais en gros, je me suis inscrit le soir même au trail. J'ai pris ma place et je m'étais pas entraîné pour le trail, mais bref, je m'entraînais pour le triathlon, donc je me suis dit que je pouvais le faire. Et donc le matin, je lui ai dit: «Vas-y, je suis chaud, on y va et tout, viens me chercher et puis, je viens avec toi». Et donc on a fait le trail ensemble, expérience de malade, c'était la première fois que je faisais ça. Comme je vous ai expliqué, vue de ouf et tout, franchement effort de fou. Zéro regret, au contraire, j'étais trop content d'avoir pris cette décision et ce matin, j'ai fait mes 2 heures de vélo, donc j'avais décalé comme prévu. J'en ai chié parce que j'avais 22 kilomètres dans les jambes de la veille, mais j'ai tenu mon plan qui était de le décaler et c'est pas trop grave de sortir justement du process. Donc la conclusion un peu de tout ça, c'est quand on entreprend ou quand on fait des choses en général, et ben on a notre plan, on doit le suivre. Et moi, je suis une personne, et je sais pas si ça parle à tout le monde, mais moi, je suis une personne qui est très acharnée plus sur les objectifs, sur le process, pas sortir du truc, pas sortir du cadre, ne pas m'autoriser à penser à d'autres choses ou à avoir des idées parce que ça me défocus. Donc, moi, je suis dans cette philosophie-là. Et en fait, de temps en temps, il faut savoir sortir du process pour se faire kiffer et se faire plaisir. Ça, c'était quelque chose qui me faisait plaisir et du coup, je me suis autorisé à le faire. Imaginons que je taffe et il y a un truc que je veux absolument faire, je dis n'importe quoi, créer une nouvelle landing page pour une offre qu'on va sortir. Et bah ça, c'est pas dans le plan, je dois pas le faire, mais ça me ferait kiffer de le faire. Et si je le fais, par exemple, je sais pas, le soir, je me tape une déterre, je me dis: «Ah putain, j'ai vraiment trop envie de le faire, mais non, vas-y, en fait, faut pas et tout, repose-toi». Et bah, imaginons que je le fais parce que ça me fait kiffer et ça me fait plaisir, j'aurais quand même avancé sur la boîte, je me serais projeté sur la landing, sur les messages, sur plein de choses qui permettent aussi d'avoir de la matière pour la suite. Je serais sorti du process, mais ça m'aurait fait kiffer et c'est ça aussi la quête entrepreneuriale, c'est prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Donc c'est important de savoir sortir du process. Attention, pareil, je mets des pincettes. Pour moi, il faut quand même rester focus 95% du temps et pas faire forcément et pas céder à ce qui nous fait plaisir et plutôt agir là où il faut être. Mais voilà, il faut s'autoriser aussi des petits écarts pour se faire plaisir. C'est important. Cinquième enseignement, cultiver une approche chirurgicale. On est en train d'explorer une nouvelle cible, donc on s'adresse à des personnes qu'on n'avait pas forcément contactées, soit des personnes de notre réseau, soit des personnes que l'on ne connaît pas. Et là, on va aller chercher une approche qui est beaucoup plus chirurgicale parce que on ne connaît pas encore bien notre persona, les messages d'approche aussi qu'on va utiliser, les pains. On est vraiment en mode exploration. Et donc pour ça, il faut aller chercher des approches ultra, ultra personnalisées et de manière chirurgicale. Quand je dis chirurgicale, c'est avoir de la précision dans son approche. La personne qui m'inspire beaucoup là-dessus, pareil, c'est Marilou, mon associé. Hop, je vais prendre un petit peu d'eau, je vais donner une petite gorgée d'eau. C'est mon associé Marilou qui a quand même un truc qui est quand même assez impressionnant. C'est qu'elle arrive à créer des relations ultra fortes et surtout arriver avec une approche ultra bien pensée, en se mettant à la place des gens, en prenant le temps de rédiger ses messages, avec une approche ultra qualitative qui montre qu'elle a un intérêt sincère, pas un intérêt, mais une envie sincère d'échanger avec la personne et qui donne envie de répondre. C'est un peu ce que j'ai essayé du coup cette semaine. Et à titre d'exemple, j'avais écouté un podcast sur une personne qui travaille chez Mazar. Si je dis pas de bêtises, elle s'appelle Charlotte Gouillard. Je sais plus exactement, j'espère que j'écorche pas trop son nom et qu'elle écoutera pas du coup ce podcast. Et elle a fait un épisode où elle explique les enjeux de recrutement qu'elle a chez Mazar, qu'elle a
Elle a 2 000 000 de budget, elle doit recruter 1 500 personnes à l'année et cetera. Bref, elle a expliqué tous ses pains et Mazar, c'était dans la liste des personnes qu'on voulait contacter. Donc j'ai tout simplement retrouvé son adresse mail. Je lui ai fait un mail ultra chirurgical en expliquant que j'avais écouté son podcast, que j'avais bien compris l'ensemble de ses problématiques, donc toutes ces pains qu'elle nous avait évoquées. Également, toutes les réponses que nous, on pouvait apporter par rapport à ces problématiques qu'elle pouvait avoir. Et également, je lui ai donné un contenu en plus que j'ai créé sur une toolbox qui lui apportait de la valeur. Et du coup, je me suis dit, voilà, en bonus pour vous prouver la pertinence et mon envie sincère de vous aider, voici un contenu que je vous partage en plus. Elle m'a pas répondu au mail. Le lendemain, je l'ai appelée. Elle m'a dit, je suis vraiment désolé de ne pas avoir répondu, mais très chaud qu'on échange. Et du coup, j'ai booké un rendez-vous pour la semaine prochaine. Tout bête, mais avoir une approche ultra chirurgicale, passer un petit peu de temps, permet d'avoir déjà un rendez-vous, avoir des bonnes rencontres, mais surtout, ça donne une autre dimension à l'appel. Donc, c'est-à-dire que la semaine prochaine, j'arrive déjà avec des éléments concrets, elle a capté mon expertise et elle sait que j'ai vraiment envie de l'aider et que je pars pas de zéro. Donc, hyper important de mettre en place ce genre d'approche sur des personnes qui sont, selon moi, sélectionnées et où on se dit que ces personnes-là vaut le coup qu'on scale pas la chose. Même au début, je conseille pas de scaler et de faire quelque chose d'automatisé, etc., mais d'aller chercher vraiment une approche chirurgicale. Mais on peut pas le faire non plus pour tout le monde, donc il faut bien sélectionner ces personnes-là. Regarder son réseau, le réseau de son réseau. Et moi, ce qui m'aide beaucoup à rédiger ce genre de messages qui peuvent être très longs, c'est de faire une commande vocale. Donc c'est-à-dire, je fais une commande vocale sur le Mac. Donc en fait, vous pouvez dicter tout simplement. Et ça marche trop bien parce que ça me permet de rédiger des messages, mais ultra, ultra rapidement. Je relis après les fautes ou les fautes de frappe plutôt qu'à fait la dictée. Mais en fait, je parle là comme je suis en train de le faire et ça m'écrit mon message. Et franchement, c'est trop bien parce que ça écrit aussi comme je parle. Donc il y a un côté très humain et moins, on va dire, formel, comme on peut l'avoir dans des mails où on écrit directement sur le clavier. Il nous reste 2 enseignements, les amis, et on passe au 6e, l'avant-dernier. L'alignement des objectifs ne laisse plus place au doute. Je vous l'ai expliqué un petit peu dans les épisodes précédents. Si vous vous souvenez pas, je vous redirige vers l'épisode 14 ou l'épisode 13. Et en fait, je me rends compte avec un peu de recul que c'était une période de flou. C'était une période qui était galère. En fait, on était dans la tempête et je me rendais pas compte. C'est-à-dire que on reposait un petit peu des questions sur le business model, sur la vision de la boîte, sur la stratégie, où est-ce qu'on va être dans 3 ans. Et en fait, on se rendait compte qu'on naviguait à vue. Si on prend un exemple, une métaphore du bateau, celle-là, je l'aime bien, vraiment bien. Imaginons sur un bateau, vous avez un cap de base, vous voulez aller sur une île, vous avez un objectif. Et en fait, tout ça s'écroule parce qu'il y a une énorme tempête. Une énorme tempête, il y a du vent partout, il y a de la pluie, vous voyez rien, il y a du brouillard, vous naviguez à vue. Et en fait, c'était vraiment dans la situation dans laquelle on était je pense, il y a 2 3 semaines. Et ça pendant quand même quelques semaines, voire quelques mois. Et le fait d'être comme ça, en fait, de naviguer à vue, c'est ultra frustrant parce que d'un coup, tu mets un coup de pagaie à droite, un coup de pagaie à gauche, tu sais pas trop où tu dois aller, pourquoi tu le fais, et du coup, tu sèmes le doute. Tu as des doutes sur l'objectif de ta boîte, tu as des doutes sur qu'est-ce que je dois exécuter pour aller chercher les objectifs parce qu'ils sont un peu vagues, est-ce que je crois à cette vision-là? Bref, il y avait des grosses remises en question qui fait que ça crée de l'instabilité sur le bateau. Ce qu'on a fait, du coup, avec Hugo et Marilou, c'est qu'on a pris le temps de bien reposer ça. Regarder, si je reprends la métaphore, imaginons qu'on est sur un bateau, regarder la carte, se dire quel est notre cap, regarder la boussole, où est-ce qu'on va, se rendre compte que la météo, ça va aller quand même mieux, qu'il va y avoir des éclaircies, et de mettre les efforts pour ramer, mettre les voiles, hisser les voiles dans la bonne direction. Une fois on s'est aligné sur la direction, sur où est-ce qu'on voulait aller et comment le faire, et là,
la tempête, les amis, elle est finie. Elle est finie, elle est finie. Il y en aura plein d'autres qui seront différentes. Mais en tout cas, la tempête du brouillard, du flou et de on ne sait pas où on va, elle est terminée. Et là, c'est tellement jouissif, c'est tellement mieux d'avoir un cap, une horizon. Et surtout, ça permet de prendre les bonnes décisions et de s'assurer que c'est aligné avec l'objectif. C'est-à-dire que dès qu'il y a une action qu'on veut mettre en place, dès qu'on a une nouvelle idée ou dès qu'on a des choses qu'on veut faire, on se demande est-ce que c'est aligné avec la vision, est-ce que c'est aligné avec les objectifs? Oui, non, c'est binaire, c'est très simple. Après, il y a évidemment des nuances, évidemment, mais la plupart du temps, c'est quand même assez limpide et assez clair. Et même les idées, ça permet de générer des idées qui convergent vers cet objectif. Et donc, même la communication, les idées qu'on a ensemble sont beaucoup plus pertinentes et vont vers le bon endroit. Donc, patience les amis, prenez le temps d'établir la vision, le plan, avant d'exécuter. Donc ça, c'était l'épisode de la semaine dernière. Mais je remets cette petite synthèse-là parce que c'est ultra, ultra important. 7e enseignement, le dernier. La vie des autres vous permet de voir ce que vous n'avez pas vu. Cette semaine, je me suis penché sur le produit, donc comment améliorer l'expérience utilisateur de nos clients et notamment avoir un système de pilotage de customer success. Savoir quels sont les clients qui sont contents, pas contents, quelles sont les notes qu'on a de satisfaction, comment on va pouvoir alimenter la roadmap produit, comment on va pouvoir avoir un process encore mieux, parce que du coup, ils sont quand même assez rodés, mais encore mieux en termes d'utilisation pour nos coachs. Bref, il y a tout un espace plutôt administrateur et expérience à mettre en place que je voulais créer avec un Airtable et un Softer. Donc voilà, c'est tous les systèmes et process qu'on met en place avec Stan aujourd'hui. Et donc j'ai fait appel à mes chers associés pour leur demander par rapport, et donc je leur ai expliqué ma vision du produit, par rapport à tout ce que je veux mettre en place, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est aligné avec là où on va? Quelles sont les idées que vous pouvez me donner? Et aussi, quelles sont les idées selon vous qu'il ne faut pas que j'exploite ou il ne faut pas que j'exécute parce que je me connais, je peux exécuter des choses très rapidement, mais ça peut être aussi dans la mauvaise direction. Donc c'est un peu le double tranchant. Et ce qui était intéressant, c'est qu'ils m'ont donné tous, tous les deux, leur retour sur les choses où il fallait que je fasse attention euh, et les choses où il fallait pas que je mette de l'effort. Moi, j'avais ma vision aussi des choses. Et donc, leur avis, leur point d'intention par rapport à moi, ma réflexion et ma vision des choses à moi, faisait une somme d'informations qui fait que ça m'a permis d'aiguiller et d'ajuster et d'aller dans la bonne direction. Donc, ce que je retiens, c'est vraiment, n'hésitez pas à demander l'avis des autres pour qu'ils puissent vous partager des points de vue, des feedbacks, un angle que vous n'avez pas forcément vu, qui vous permettent d'avoir de l'information complémentaire et surtout de prendre la bonne décision. C'est pas parce que Hugo ou Marilou m'ont dit de faire ça que je vais faire ça. Il faut que je fasse ça. Parce qu'il faut pas que j'applique non plus à la lettre les choses bêtement. Il faut penser par soi-même. Mais ça me donne de l'information en plus pour savoir si ce point d'intention-là, il nécessite d'avoir du coup plus d'attention. Et du coup, il faut pas que je le fasse. Ou à l'inverse, il faut que je le fasse. En gros, ça me permet d'avoir une vision plus globale, d'avoir plus d'informations et de moi de prendre quoi qu'il arrive, les bonnes décisions, vu que je suis la personne qui est honneur de la chose, qui a le plus d'informations suite à leur retour. Je ne sais pas si c'est clair, vu que je suis allé dans quelques méandres, mais globalement, demandez l'avis des gens, récoltez un maximum d'informations, vous êtes la bonne personne pour prendre la décision, et faites-vous confiance avec toutes les infos. On arrive à la fin de cet épisode, je vous ai promis des épisodes qui sont plus courts, j'espère que ça fait le taf et que vous appréciez ces formats qui sont plus straight to the point. Je vous résume les 7 enseignements qu'on a vus aujourd'hui. Le premier, donner des trucs qui vous coûtent peu mais qui apportent beaucoup de valeur aux gens. Donc over-deliver, over-deliver, over-deliver. Connaître ses propres saisons, donc savoir quels sont les rythmes entre charbon intense et un peu plus souple. Attention à la concurrence, elle ne doit pas détourner votre why, restez focus. Savoir se faire plaisir et sortir du process, attention, pas du tout tout le temps, mais
savoir le faire quand même parce qu'il faut se faire kiffer, c'est important. Cultiver une approche chirurgicale pour créer des belles relations et surtout avoir une approche hyper personnalisée. L'alignement des objectifs ne laisse plus place, ne laisse plus place aux doutes. Donc prenez bien le temps de définir ça avec vos associés, même avec vous-même, pour être sûr que vous êtes dans la bonne direction. Et finalement, le dernier, l'avis des autres vous permet de voir ce que vous n'avez pas vu, mais ne vous permet pas de prendre la bonne décision. Je finirai là-dessus pour que ça ait du sens. Merci à vous les amis, merci d'écouter ce podcast. N'hésitez pas à le partager, mettre une note, vous connaissez la chanson, j'ai pas envie de rabâcher là-dessus. Ça fait plaisir, plus c'est écouté, plus ça apporte de la valeur, mieux c'est et plus ça me fait kiffer. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, ciao.